Salut Charline. Hello Clémentine. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'au nord de Paris. Pas de souci. Petit périple pour venir de chez toi, merci beaucoup. J'avais envie vraiment de te recevoir parce que c'est un sujet que j'aborde pas du tout. C'est comment on explique aux parents, comment on parle d'éducation sexuelle à nos enfants. Et tu as écrit un livre qui est incroyable, que j'ai lu avec ma fille qui a quasiment 8 ans et qui est tellement bien fait. Donc, juste merci d'avoir écrit un ouvrage comme ça. Merci à toutes les personnes qui saisissent du sujet. C'est quand même, c'est pas simple, on est d'accord, hein. Non. Je pense que parmi les gens qui vont nous écouter ce soir, aujourd'hui, tout le monde va se dire... Mais... Oh là là, il va falloir s'y coller vraiment. Ça reste une vraie patate chaude. Hein. D'ailleurs, c'est très drôle dans le livre parce qu'à chaque chapitre, tu dis « Je sais les parents, restez avec moi, ne partez pas. » On aborde des sujets de plus en plus intimes. En fait, il faut rassurer tout le monde. Je pense que les parents... Au début, je fais beaucoup de montagne et j'avais utilisé la métaphore de la cordée. Et au début, vraiment, je leur disais « Vous inquiétez pas, je vais vous assurer tout du long. Je vous tiens. Je vous tiens, vous inquiétez pas, je vous lâche pas. » Parce que je pense que les parents sont les premières personnes à accompagner sur ce sujet. Et c'est aussi en accompagnant les parents, les adultes, parce que ce livre il est également utilisé par les profs, par les pros de santé, les éduques, les animes, bref, toutes les personnes qui gravitent finalement autour des enfants. Et derrière, pour pouvoir accompagner vraiment pleinement les enfants. Donc effectivement, il y a plusieurs cercles à accompagner. Ouais, c'est clair. Mais déjà, moi j'ai une question, c'est comment tu as commencé à t'intéresser à la sexualité, que ce soit adulte ou enfant ? Depuis toujours, j'ai des parents médecins d'abord. Okay. Je pense que ça aide. Et une maman qui est gynécologue obstétricienne et qui était une grande, vraie éducatrice, une vraie femme passionnée par la santé des femmes et qui nous a beaucoup transmis. On est 4 enfants et elle nous a énormément transmis son métier passion. Donc, on entendait beaucoup parler de ce qui se passait. Ça débordait sans doute du cadre du cabinet. Il y avait mon beau-papa qui était en voyage beaucoup. Donc, elle n'avait pas beaucoup de personnes à qui en parler. Et on a été, nous, les interlocuteurs et interlocutrices très jeunes, en fait, des échos du cabinet. Alors, évidemment, elle respectait, je pense, ce qu'on pouvait entendre en fonction de notre âge. Mais c'est vrai, ça a ancré quelque chose. Et puis ensuite, à la maison, on avait beaucoup de livres de médecine. Moi, j'ai très, très, très jeune plongé là-dedans parce que ça me passionnait. Et puis, il y a des choses plus personnelles. Moi, je suis partie vivre à San Francisco à 21 ans, où j'ai fait mon coming out, où j'ai commencé à m'investir dans des assos queer. Et à l'époque, et je pense que c'est important de le souligner, l'éducation sexuelle, elle était quasiment faite uniquement par des assos. On avait en France le planning familial. On avait ACT UP, AIDS, etc. Enfin, toutes les assos qui s'emparaient du sujet du VIH et des autres IST au moment où on était en pleine pandémie. Et en France, réellement, entre la naissance du planning familial et là, aujourd'hui, 2025, où on va avoir un programme qui va être un peu pris en charge par des professeurs, etc., on a quand même un historique où pendant près de 60 ans, cette éducation à la sexualité, elle était vraiment gérée par le monde associatif essentiellement. Et du coup, c'est vrai qu'en m'engageant très jeune dans ces assos-là, donc tu vois, ça va faire 20 ans en réalité que je suis engagée dans cette éducation à la sexualité, c'est juste que c'était pas un vrai métier, c'était un hobby, tu vois, qu'un engagement associatif ou personnel. Et il m'a fallu beaucoup de courage, je pense, pour un moment me dire, en vrai, c'est un tellement gros sujet qu'il faut que, en fait, on y consacre un peu plus que juste quelques stands sur des festivals ou autre chose, quoi. Et voilà, j'ai créé ce compte et puis j'ai commencé à me former. Et aujourd'hui, je suis professeure à la Sorbonne, donc c'est moi qui forme les personnes qui interviennent, etc. et les pros de santé. Mais c'est vrai que on est en train de vivre un tournant majeur, un tournant qui tourne autour du fait que les droits sexuels sont des droits humains. Je pense que c'est important de le rappeler, qu'il y a beaucoup de personnes, en l'absence d'éducation, il y a beaucoup de violence. Et aujourd'hui, il faut protéger les femmes, il faut protéger les enfants. Et même si mon compte, il s'occupe vraiment beaucoup d'adultes, le premier livre qui est sorti, et ça a surpris les gens. Pourquoi les enfants ? Parce que c'est les personnes les plus fragiles. En fait, c'est les personnes les plus exposées. Il faut commencer par protéger les personnes qui sont le plus à protéger, c'est les enfants. Voilà.
Comment est-ce que tu décrirais du coup l'éducation positive à la sexualité? Alors, c'est vrai que les gens ils disent c'est quoi positif? En fait, d'abord, je pense qu'il y a quand même une continuité avec l'éducation positive au sens large. C'est-à-dire pendant très longtemps, on considérait que c'était normal d'éduquer les enfants dans la terreur et l'effroi, peur des coups, peur des brimades, des engueulades, des punitions, des sanctions. Et tout d'un coup, il y a quand même une prise de conscience, que moi j'ai envie de croire qui est majeure en fait, il y a une autre manière de faire. On peut en fait accompagner son enfant vraiment en le rassurant, en le valorisant, en le validant, en lui faisant comprendre, en faisant des alliances en fait éducatives, pédagogiques, etc. C'est pareil finalement pour la sexualité. Pendant très longtemps, la sexualité, elle était perçue à travers un prisme de tabou et de honte. D'ailleurs, je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent, si je leur demande est-ce que vos parents vous en ont parlé, vont dire non, en fait, on ne parlait pas de ce sujet à la maison. Dans les familles, on se transmet de génération en génération des histoires familiales, des recettes, des meubles, des bijoux de famille. Et en réalité, il y a un sujet sur lequel il y a une impasse vraiment de génération en génération, un sujet qu'on n'aborde pas, c'est tout ce qui a trait à l'intimité. Alors, il y a des personnes qui viennent me dire si on le fait pas, c'est peut-être qu'il y a une raison. Alors, votre raisonnement ne tient pas à la route 2 secondes. C'est comme si vous me disiez oui, on frappait les enfants de génération en génération, on a toujours fait ça, et si on le faisait, il y avait bien une raison. Non, c'est pas parce qu'on a toujours fait quelque chose que c'est bien, en réalité. Il y a une autre manière de faire. Et en réalité, ce qu'on sait aujourd'hui, les chiffres, je pense que tout le monde les connaît. On a un enfant sur 10 qui est victime de violences intrafamiliales. On a 57% des personnes qui sont victimes de violences sexuelles en France qui sont mineures. 57%. La réalité, c'est que ne pas parler d'un sujet, l'obscurantisme, l'ignorance, ça favorise les violences, ça favorise le silence, le tabou, la honte. Donc en réalité, c'est pas parce qu'on met les miettes, la poussière sous le tapis qu'il n'y a plus de poussière. On ne peut plus continuer comme ça. Donc soulevons le tapis, regardons ce qu'il y a en dessous. Et comment on fait pour protéger les enfants? Comment on fait pour faire grandir des enfants dans un monde où la sexualité fait partie de l'expérience humaine, fait partie en fait de ce qui nous permet de nous connecter à soi, aux autres. Ça fait vraiment partie de la vie. On le reconnecte à nos sensations, on le reconnecte aux émotions, on le reconnecte au vécu, tout en ordonnant effectivement ce qui est possible de faire à tel âge ou pas. Et en adaptant le discours à la maturité psycho-émotionnelle des enfants. Donc aussi rassurer tout le monde, on ne parle pas de sexe aux enfants en dessous de 15 ans. On attend la majorité sexuelle pour aborder la question du sexe à proprement parler. On parle d'éducation à la vie affective avant. Voilà. Ouais, alors si vous êtes sur YouTube et que vous regardez, je vous montre le livre qui est destiné aux enfants, ça s'appelle Corps, amour et sexualité, les 120 questions. D'ailleurs, tu as augmenté sur la 2e édition, tu as mis plus de questions. Il y a tellement de questions que vos enfants vont vous poser. Donc de toute façon, vous n'allez pas y couper. Donc c'est pour ça, en fait, c'est ça. Il faut pouvoir savoir y répondre. Oui, c'est ce qui est hyper intéressant, c'est que moi, quand j'ai commencé à avoir l'idée de ce livre, je suis allée à la rencontre de ma communauté, et notamment des parents. Je leur ai dit quelles sont les questions que vos enfants vous posent. Et donc, j'ai récolté de l'ordre de 1000 questions, 1000 stickers réponses. Et ensuite, il y a eu énormément de personnes qui ne sont pas parents de ma communauté qui ont dit, mais en fait, nous, on avait plein de questions. On n'est pas parents, mais nous, on se souvient qu'on avait plein de questions qu'on n'osait pas poser. Et je leur ai dit, OK, donc je vais faire j'ai vu ça, donc je leur ai dit, OK, je vais vous créer. Quelles sont les questions que vous n'osiez pas poser à Petit, vous et en là, tant qu'enfant. j'ai reçu 4000 stickers réponses. Et d'ailleurs, ce livre a failli s'appeler les 100 ou 120 questions que vos enfants n'osent pas vous poser. Je me suis dit, en vrai, c'est fini. Ça, c'était avant. Maintenant, oups, allez. On arrête la honte et le tabou. Et aujourd'hui, les enfants vont pouvoir poser. On va pouvoir créer un espace safe où les enfants se sentent suffisamment en confiance pour pouvoir exprimer en fait leurs interrogations, etc. Parce que de toute manière, s'il n'y a pas cet espace pour pouvoir poser les questions, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui les enfants quand ils ont des questions? Ils vont sur ils vont sur Internet. Exactement. Donc, ils posent des questions à d'autres enfants qui ils posent des questions, etc. Plus. Et puis avec, franchement, donc voilà. Donc aujourd'hui, il y a aussi une forme d'urgence. C'est-à-dire les réseaux, puis Internet, les téléphones portables au minima, collège, mais même parfois avant. En réalité, ça nous oblige, nous parents, à arrêter de faire les autruches,
Et donc, c'est un peu ce que j'écris dans la boîte à outils, c'est-à-dire vos enfants ont des questions et elles méritent une réponse. Je crois que c'est vraiment la base de la base. C'est que si vous considérez que c'est pas à vous de répondre, c'est un vrai sujet de considération pour l'enfant qui est là avec ses peurs, ses angoisses, etc. Et voilà, peut-être qu'on reviendra plus tard sur la boîte à outils, mais la première chose, vraiment, accueillez les questions de vos enfants. Et vraiment, rassurez-les en disant « c'est super, c'est une super bonne question, ouais, merci de me l'avoir posée, t'as trop raison » et tout, que l'enfant se dise « ah non, mais en fait, j'ai le droit de poser des questions ». C'est pas interdit, c'est pas honteux. Et puis quelque part, ils disent ok, donc c'est ça l'adulte, ok, c'est à maman que je peux poser les questions. Elle est ok quand je pose la question. Elle me met pas la honte, il y a me pas de met pas la stigmatisation, honte, etc. Donc tout d'un coup, c'est bête, mais on crée un canal. Ce canal, moi je dis outre le fait que déjà vous allez avoir des discussions passionnantes avec vos enfants, vous n'avez même pas idée. Ce canal, il est essentiel parce que personnellement, et pour beaucoup de personnes qui ont lu le livre, ça fait entrer aussi la relation parent-enfant ailleurs, en fait. On va pouvoir aborder des sujets, des choses. Sur l'amour, juste, tu vois. Voilà, le cœur sur la table. Il y a aussi un côté on va pouvoir aborder des sujets hyper importants pour les enfants, que vous allez aborder sans doute pour la première fois. Vous allez découvrir des choses incroyables sur vos enfants, également découvrir leur esprit critique, leurs observations, leur perception du monde. Moi, je leur dis, la première chose que vous faites quand un enfant vous pose une question, vous lui retournez la question. Mais vas-y, je te laisse faire. Je vais te laisser défiler ta question. C'est que en fait, parfois les parents, et tu l'expliques très bien, ils savent pas par où commencer quand un enfant vient leur poser une question qui les met mal à l'aise. Ouais. Et donc toi, tu donnes une super astuce et un super outil. C'est donc la première chose, comme tu l'as dit, de les valoriser dans le fait qu'ils ont osé poser cette question et leur dire bravo, c'est super. Je suis trop contente que tu me poses. Voilà. Ouais. Et tu donnes aussi une autre astuce, donc tu vas pouvoir nous parler, qui est de leur retourner la question. Oui, retourner la question, parce qu'en fait, les enfants ont des représentations. Que vous le vouliez ou non, ils grandissent dans un monde où il y a beaucoup d'images, il y a des conversations avec les potes, ils sont tombés sur du contenu, vous savez pas. Et en réalité, c'est hyper intéressant. Derrière une question, il y a souvent la question, puis en réalité, il y a parfois l'interrogation ouverte et cachée, et vous allez tout d'un coup découvrir la représentation que vos enfants ont de l'amour, de comment on fait les bébés, ça veut dire quoi intime, etc. En fait, toutes ces représentations, elles changent avec les âges, et aussi en fonction de ce que l'enfant vous dit, vous allez comprendre que son niveau de maturité sur le sujet, c'est-à-dire il y a des fois où c'est d'une mignonitude absolue et vous dites ok, donc là on a besoin de pas aller trop en profondeur, on va rester sur quelque chose de très très mignon, presque naïf, parce que c'est un peu le degré de maturité ou d'éveil que mon enfant a sur le sujet. Des fois, vous allez entendre vos enfants limite vous faire une disserte, dire mais d'où ils connaissent ça, etc. Et t'es ok, donc là, toi, t'as vraiment une grosse curiosité sur le sujet, t'es déjà allé chercher. Donc moi, pour répondre, il va falloir que je muscle un peu la réponse, que j'ai un peu de matière. C'est aussi pour ça que ce livre est là, avec plein d'illustrations pour que vous puissiez vous appuyer dessus. Et éventuellement même rajouter des informations si vous trouvez que c'est pas assez complet, mais je crois que ça l'est déjà quand même. L'idée, c'est de jauger du niveau de maturité, de curiosité de l'enfant, et aussi de aussi vous rendre compte qu'il y a des représentations erronées. Et ça, c'est hyper intéressant. Moi, la première fois, effectivement, que mon enfant... c'était quand pendant le confinement, j'ai expliqué ce que je faisais à mes enfants, et j'ai expliqué éducation sexuelle. Et mon enfant a dit « Sexuelle, mais c'est comme sexe. Maman, ça veut dire quoi, sexe ?» Je suis là, ok, c'est parti. Alors ça, c'est saut dans le grand bain direct. Et j'étais là, oh là là. Alors on y va. Et toi, tu penses que ça veut dire quoi, sexe? Il me fait, le sexe, c'est Burke. Alors c'est bien, c'est clair. Et c'est hyper intéressant. Le stigma de honte. Déjà, chez les petits. Ouais, mais vous allez poser la question, vous allez voir, il y a beaucoup d'enfants pour qui c'est déjà Burke. C'est intéressant de voir à quel point c'est sale. Voilà. Et donc, on a commencé à en parler. Je dis, le sexe, d'abord, c'est une partie du corps humain. Voilà. Donc, on est reparti là-dessus. J'ai encore les bouquins de médecine de ma mère, donc c'est très drôle. Donc, je leur explique, voilà, c'est ça, un sexe, à la base, c'est ça. Voilà. Donc, où il n'y avait pas le clitoris à l'époque. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ce qu'on a entre les jambes, etc.
Et voilà, mais on y allait. Et en fait, dès que j'ai ouvert le sujet, boîte de Pandore. Ah ouais. D'un coup, mais c'est marrant, pourquoi il est comme ça? Ah bah ça, c'est un adulte. Alors, donc en réalité, ça grandit comme toutes les parties du corps humain, etc. Donc voilà, et puis c'était passionnant. On a pu aborder le sujet de puberté. C'était avec mon dernier enfant. Les autres enfants sont arrivés. On posait d'autres questions. Moi, j'ai 3 enfants et tout d'un coup, je me suis retrouvée au milieu d'une mêlée de questions, de bouquins. Et je me suis dit, c'est trop bien. En fait, on a passé un moment exceptionnel. Et comment je fais pour recréer ça avec un support adapté? Donc, je suis partie, moi, à la recherche d'un support. Je ne l'ai pas trouvé. Il y avait des livres de parenting qui s'adressent aux parents. Il y avait un vieux livre, celui de notre génération, du dit sexuel, qui est plutôt un livre de... vraiment voilà, qu'on donne à l'enfant en disant vas-y démerde-toi, et c'était pas du tout ce que j'avais envie. Moi j'avais envie d'ouvrir le livre avec mes enfants et qu'il y ait une vraie transmission générationnelle, qu'il y ait un espace transgénérationnel où toutes les questions sont ok, sont accueillies, sont tabous, et évidemment les enfants peuvent s'emparer du livre et partir avec, lire dans leur chambre, parce que le livre est 100% safe. On l'a écrit avec une équipe de professionnels de santé, de pédopsychiatres, de psychologues, de médecins, Baptiste Beaulieu, etc. On a vraiment musclé pour que vraiment le livre soit safe. Mais c'est vrai que voilà, c'était le livre qui n'existait pas, que je voulais avoir. On l'a créé. Voilà. Donc alors, ce qui est génial dans ton livre, c'est que tu as mis des petits codes couleurs pour que ce soit adapté à l'âge des enfants, pour que vous n'ayez pas peur d'aborder un thème qui ne serait pas adapté à leur maturité à eux, et que voilà, eux-mêmes, les enfants, aient conscience qu'il y a des sujets, c'est pas encore pour eux, et que d'autres sont tout à fait OK d'explorer. Il y a du 5-8, du 7-10 et du 10 et plus. Effectivement, on s'adapte à la maturité psycho-émotionnelle des enfants. Donc voilà, les pédopsychiatres, psychologues qui nous ont accompagnés ont vraiment fait un travail de nous aider vraiment à segmenter ça, sachant que je rappelle que les enfants sont tous uniques. Donc il y en a qui sont très peu curieux sur le sujet, ou très peu éveillés, n'ont pas trop envie d'en entendre parler, et puis tout d'un coup il va y avoir un moment de bascule parfois. Donc il y en a qui m'écrivent en disant tu sais, j'ai acheté le livre quand il est paru, et en fait mon enfant ne voulait pas en entendre parler, et puis là, en rangeant sa chambre, je suis tombée dessus, et en fait il était mais alors avec des post-it quasiment toutes les pages, et voilà. Et inversement, il y a des enfants qui sont assez jeunes et vont avoir envie tout de suite de poser des questions extrêmement éveillées. Et là, les parents sont en panique en disant « Charline, je ne sais pas quoi faire. Mon enfant veut lire les pages. Voilà, elle a 8 ans, 9 ans, mais veut lire les pages 10 et plus. » Ce à quoi je dis, en réalité, le livre est 100% safe. Donc, si vous le voyez disparaître, parce que les parents, en fait, s'inquiétaient en disant... Ils lisent en cachette. Ouais, c'est ça. Le livre a disparu, je suis sûre qu'il est dans sa chambre. Voilà, sous son oreiller, je suis sûre et tout. Et en réalité, j'apaise les parents, le livre est safe. C'est-à-dire, même si l'enfant s'aventure par hasard dans les parties, parce qu'il y a une vraie curiosité, maturité sur le sujet, de même qu'on a des filles qui sont réglées à 9 ans, tu vois, en réalité, je veux dire, il faut accepter le fait que les enfants sont uniques, et certains vont avoir une puberté plus précoce, et également, du coup, être sans doute aussi plus curieux de certaines choses avant, et c'est OK, tout va bien. Pourquoi est-ce qu'en tant que parent, on est autant gêné de parler de ce sujet avec eux ? Alors je vais te dire, la réponse est violente, j'ai le droit de la faire. Je t'en prie. Alors, on va reprendre du coup des sources. 70% de la charge parentale est assurée par les femmes en France. C'est pas moi qui le dis, c'est l'INED, Institut national d'études démographiques. Et à minima, on va parler du Haut Conseil à l'égalité. 37% des Françaises ont vécu des actes de violence sexuelle. Et comme toutes les assos qui travaillent sur le sujet, et moi je le vois sur à peu près toutes mes interventions, que ce soit auprès de pro de santé ou pas, on estime qu'une femme sur 2 qui est victime n'en a pas conscience. D'ailleurs, quand je fais des interventions, je fais des sondages en temps réel. Et donc, au début des interventions, je demande qui a été victime effectivement d'actes intimes ou sexuels non consentis. Et puis ensuite, on va parler de consentement et de VSS pendant toute une session. Et à la fin, je refais un sondage, et généralement on passe du simple au double. Donc moi, le chiffre de 37%, du coup je vais quand même le projeter. On va le faire, on va dire 75% du coup. Donc c'est intéressant de se dire que les mères qui s'occupent quand même encore majoritairement des enfants, et notamment de ces sujets-là,
elles sont à 75% elles-mêmes victimes de violences sexuelles au cours de leur vie. Ce qui veut dire pour beaucoup un terrain sinistré, avec des traumas parfois encore très vivaces. C'est extrêmement difficile. Enfin, c'est monumental, c'est monstrueux de demander à quelqu'un de transmettre de manière hyper... Allez, lui dis que ouais, c'est OK. Un sujet sur lequel on a été soi-même traumatisé. Et donc, moi, je voulais dire à toutes ces personnes, et notamment ces femmes qui nous écoutent, écoutez-vous, prenez le temps. Prenez le temps également de vous approprier ce livre. Il y en a qui me disent que ça a soigné un peu, ça a réparé un peu leur enfant intérieur, certains qui ont été victimes de violences également, d'inceste. Quand on est soi-même victime d'inceste, parler de ce sujet à son enfant, c'est hautement compliqué, délicat, vraiment. Donc j'ai envie de dire à toutes ces femmes, vous êtes des héroïnes, vous êtes des survivantes, vous avez le droit de trouver ça très difficile, ça l'est. Écoutez-vous, appropriez-vous, et quand vous êtes prête, avancez. C'est vrai qu'on parle, tu vois, de la maturité de l'enfant, sans prendre en compte que ça vient réveiller ce que tu disais, des traumas, des blessures, et parfois qu'on n'a même pas encore identifiées. Exactement. Et qui vont se manifester à la lecture du consentement, du respect. Ouais. D'ailleurs, c'est la réaction des parents qui m'a mis complètement, qui m'a vraiment donné envie d'écrire le livre pour les parents. En fait, je me suis dit, j'ai tellement de parents qui m'ont écrit en disant que ça avait résonné en eux. J'étais en mode, c'était censé être pour les enfants. Mais ok, en vrai, j'entends, évidemment que ça résonne chez beaucoup. Du coup, je vais vous créer votre livre pour vous, les parents, les adultes. Mais c'est vrai que ce livre, déjà, en fait, il entre en résonance. J'imagine que c'est aussi pour ça qu'un des premiers thèmes abordés, c'est le consentement. Ah oui. Parce que c'est la base. C'est la base et ça a l'air évident. Il y a des journalistes parfois qui m'appellent en me disant bon, alors Madame Vermont, aujourd'hui le consentement, c'est bon, on en entend parler depuis 2017, tout le monde a compris. Et je suis là. Alors, venez avec moi en intervention en classe, en fait, vous allez voir par vos propres yeux, en fait, à quel point on est très, très, très loin du compte. Non, le consentement, les gens, peut-être effectivement dans une petite bulle parisienne de journalistes, mais sortez du 3e arrondissement, s'il vous plaît. Venez dans les banlieues avec moi, venez dans les petites villes de province avec moi. Et vous allez voir, il y a une France à plusieurs vitesses. Il y a une France dont les parents sont à fond sur les réseaux sociaux, s'abonnent à tous ces podcasts qui aident à déconstruire, à ouvrir le regard, à se remettre en question, qui invitent les hommes à prendre conscience de leurs privilèges, des mécanismes de domination du patriarcat. Et à côté de ça, il y a des gens pour qui c'est un métaverse. Et là, quand on arrive en classe, dans des situations, moi j'ai des situations de viol conjugal au lycée à gérer. Je suis intervenue dans des classes où il y avait des sujets de violence conjugale au lycée, en première. Et c'est vrai que quand on leur parle de consentement, on sent que il y a tout le travail à faire. Rien n'a été fait avant. Donc il n'y a rien d'évident là-dedans. Il faut regarder le procès de Gisèle Pellicot et on peut comprendre que la notion de consentement, elle est quand même particulièrement ignorée par... Même la loi, quoi. Par ceux que ça arrange. Oui, bien sûr. Mais pas que ça. Par exemple, un exemple simple, y compris pour des gens qui ne pensent pas à mal. C'est ça qui est intéressant, c'est que le consentement, les gens ont une vision d'abord du consentement comme uniquement relevant de la sphère sexuelle. Alors je pense que c'est important de le rappeler, le consentement, c'est tout le temps, partout, avec tout le monde, et ça dépasse très largement le cadre de la sexualité. Et l'exemple typique, c'est évidemment les grands-parents ou la famille étendue qui arrivent à la maison et dit bonjour à tata, va faire un bisou. Et là, là on va directement entrer dans le malaise. Non, vos enfants, en fait, ne doivent la bise à personne. Et à partir du moment où vous demandez à vos enfants, où vous ordonnez à vos enfants de allez, sois poli, va faire la bise, il se passe un truc en termes de consentement qui est grave et quelque part ça part pas d'une mauvaise intention, et c'est ça, je pense, qui est important de le rappeler. Les gens pensent bien faire parce que effectivement c'est quelque chose qu'on a toujours fait. On a toujours finalement considéré que les enfants n'étaient pas maîtres, maîtresses de leur propre corps, que leur corps finalement appartenait un peu aux autres, appartenait un peu à la société, et que pour faire plaisir aux autres, ils devaient accepter des gestes dont ils n'ont pas envie.
voilà, on comprend que là, il y a déjà une espèce de rupture, en fait, alors que la politesse, c'est de dire bonjour, s'il vous plaît, merci, au revoir. Ça, c'est la politesse. Tout le reste, ce sont des dogmes. Et considérer que être poli, c'est faire la bise, c'est un dogme. C'est un dogme qui n'est pas respectueux du consentement. Voilà. Donc, vos enfants, le plus important, effectivement, c'est posé au début du livre, leur corps. Et c'est un peu la métaphore du château-corps, que château fort, château-corps, les enfants le surnomment comme ça, que j'ai utilisé. Ça leur appartient, c'est leur territoire, c'est leur intégrité physique et nul ne peut y accéder sans leur consentement. Voilà. Et ça, c'est important de leur dire tout de suite, très jeune, en fait, et de le respecter et de le faire respecter soi en tant qu'adulte. C'est-à-dire, en fait, quand on voit un enfant qui refuse un geste, leur dire vraiment, non, il veut pas. Voilà, et c'est important de respecter qu'il ne veut pas faire la bise. Il a complètement raison de poser ses limites. Il est vraiment légitime à poser ses limites. Et si vous voulez, vraiment, j'ai envie de dire, le truc le plus poussé qui soit, moi j'emmène parfois mes enfants dans des expos à Paris, et je me suis retrouvée dans le transport en commun, dans le métro. Alors effectivement, dans le métro, il y a des gestes parfois, même involontaires en fait, et je revois ma numéro 2 qui hurle « Maman, il m'a touché sans mon consentement !» Alors ma fille, elle a très bien compris un truc, c'est que quand on touche et qu'elle n'a pas donné son consentement, elle est légitime à gueuler comme un putois. J'ai envie de lui dire, meuf, t'as tout compris. Voilà, c'est ça. Vas-y, retiens que ça, c'est parfait. Et en fait, cette espèce immédiatement, ça définit la ligne, mais essentielle, entre le consentement et le non-consentement. C'est-à-dire, si on t'a pas demandé avant et que t'as pas donné ton accord de manière enthousiaste, etc., alors on est déjà dans le non-consentement et c'est interdit et gueule comme un putois. Très, très fort. Et en fait, je me dis, mais inconsciemment, involontairement, je vais donner un outil, majeur en fait pour le reste de ses jours, et franchement c'est merveilleux. Donc on donne aux enfants d'abord les moyens de se défendre, d'identifier ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, et un cadre éventuellement pour pouvoir parler de ce qui a eu lieu qui n'est pas normal. Voilà. Ouais, et ça, c'est tout de suite pour les 5 ans, c'est la première chose qu'ils peuvent apprendre, même bien avant d'ailleurs, sur le consentement, mais tu l'explicites un petit peu plus avec la notion de protection aussi qu'ils peuvent avoir pour eux. Dès 5 ans, même bien avant, ils peuvent venir nous voir pour nous dire cette fameuse question. Maman, papa, comment on fait les bébés ? Donc, je crois que c'est la question qui angoisse le plus les parents. C'est vrai. Alors qu'en fait, elle est. J'y réponds d'ailleurs pas tout de suite. J'y réponds. Bien sûr, non, c'est clair. C'est pas une des premières questions. C'est pas tout de suite. J'y vais doucement parce que c'est le chapitre 7 de mémoire ou 8 pour les bébés. Effectivement, là, il faut grader en fonction de l'âge, quoi. Et d'ailleurs, quand ma numéro 2, alors moi, ma numéro 2, c'était un sacré numéro sur le sujet. Et je me revois très bien, en fait. Elle m'a cornerisée. Elle est venue me voir dans la cuisine pendant que je préparais le dîner. Et elle me fait Maman, il y a un truc que je comprends pas. Et elle tenait le zizi sexuel, du coup, que je lui avais filé parce qu'elle avait plein de questions à l'époque. Et elle regarde l'image, elle fait bon. Il y a un truc que je comprends pas, c'est comment la graine elle fait pour passer de la fille ou de la dame au monsieur. Alors, elle regarde l'image, elle fait en vrai, ça y est, je sais, je crois. C'est par le nombril. Tu vois, ils ont le nombril à la même hauteur et en fait, ça passe par le nombril. Et en fait, c'est vrai qu'il manque l'étape. En fait, on ne voit pas la rencontre des gamètes. Et enfin, où l'espèce de circulation des gamètes n'est pas représentée en tant que telle. Et ma fille, elle était persuadée que ça passait par le nombril. Et elle me fait c'est le nombril, maman. Je fais non, c'est pas le nombril, mais je t'expliquerai plus tard. Elle me fait non, je ne veux pas plus tard, je veux maintenant. Je fais ok. Alors, je finis ma sauce et j'arrive dans ta chambre. Donc, elle m'attendait dans sa chambre de pied ferme. Et moi, j'étais vraiment extrêmement, et pourtant professionnelle du sujet, etc. Je me disais, mais à cet âge-là, et selon sa maturité, donc elle a sauté une classe, etc., elle est très mature et tout, qu'est-ce qu'elle peut entendre en réalité ? Elle avait quel âge ? Elle avait 7 ans. Ok. Et là, je me dis, bon, elle était en CE2, qu'est-ce qu'elle peut entendre réellement à cet âge-là, en fait ? Et je me suis dit, mais ça se trouve, ce que je vais lui
si je lui explique le principe de la reproduction des mammifères, et puis ça intervient à quel stade, en SVT, elle voit ça quand, mais je crois que c'est CM1, CM2, tu vois, je me suis dit, bon, en vrai, c'est pas si loin que ça, est-ce que j'ai le droit de prendre de l'avance? Et j'ai fini par dire, ok, je me lance. J'ai essayé de lui expliquer le câlin d'amour. Elle me dit, non, mais ça, j'ai compris le câlin d'amour. Comment la graine, elle passe de là à là. Je suis ok. Bon, on est parti. Donc là, j'ai pris un crayon et j'ai dessiné à main levée le dessin, en fait, que tu vois sur réellement la reproduction des mammifères, c'est-à-dire une pénétration phallo-vaginale avec le trajet du spermatozoïde, le trajet de l'ovule, et puis une rencontre et une fécondation. Et donc ça a été un stade où il a fallu que je lui explique en même temps que je dessinais ce qui se passait. Et donc je lui dis, voilà, alors quand deux personnes s'aiment énormément, ils ont envie de créer ensemble un bébé, eh bien, ils décident de faire un câlin d'amour. Et pendant le câlin d'amour, voilà ce qui se passe quand on a envie que les graines se rencontrent. Et donc voilà, donc, je suis et là, et donc je dois lui expliquer ce que je suis en train de dessiner, donc pénis, érection, vagin, tu vois, je lui dessine tout ça. Et je scrute en même temps son visage en disant est-ce qu'elle suit? Alors elle était complètement passionnée, elle était là, ah ouais, ah d'accord. Et là, ça se rend compte, tu vois, et ensemble, ils font ah oui, tu m'as expliqué pour les règles le petit nid. Voilà, c'est ça. Donc là, l'anidation, elle peut avoir lieu parce que du coup, entre-temps, effectivement, il y a un petit nid douillet. Voilà, donc elle avait complètement retenu le principe bref. Et là, je me dis c'est quoi la suite, en fait? Je la regarde et je lui dis est-ce que ça te suffit? Est-ce que ça te va? Et elle fait attends, je re-regarde, et elle me redit l'intégralité de ce que je viens de lui dire, et elle finit par me dire ok, donc c'était pas par le nombril. Mais maman, mais pourquoi ils l'ont pas dessiné dans le livre? Je fais parce qu'il y a plein de personnes qui pensent que ce que je t'ai expliqué, c'est extrêmement compliqué et que vous, en tant qu'enfant, vous ne pouvez pas comprendre. Elle fait si, je peux comprendre. Bon, elles sont prêtes quand, les lasagnes? Et je fais ok, alors. Et littéralement, on est partis manger tous ensemble, et moi j'étais en train de me dire mais je suis à 120 battements par minute, et ma fille, elle a l'air de trouver que c'est le truc le plus cool et normal du monde, et voilà. Elle a expliqué ça à tous ses camarades. Et je me suis fait convoquer par les parents d'élèves en me disant mais votre fille, elle explique des choses à ses camarades qu'on aurait bien expliqué par nous-mêmes. Et c'est vrai qu'on a eu une discussion hyper intéressante, alors que voilà, je pensais pas, je lui avais expliqué à ma fille des choses qui relèvent de l'intime, des choses qui et ça, en fait, je me suis dit est-ce que lui dire c'est un secret, c'était bienvenu ou pas? Je me suis dit non, ça c'est pas un secret en réalité. Ça fait pas. Faut bien se méfier de des secrets qu'on ne peut pas dire. Effectivement. Et là, j'ai laissé ma fille en fait gérer cette information. Et la réalité, c'est que effectivement, ça a commencé à parler effectivement au sein de l'école, au sein des mamans qui sont venues me voir. Et en réalité, tout ça, ça a nourri l'idée d'un livre qui était nécessaire pour pouvoir, parce que du coup les mamans sont venues me dire mais comment vous l'avez expliqué à votre fille? Je dis j'ai dessiné quelque chose, mais je crois que j'ai un projet pour vous, en fait. Et ce livre, il est vraiment né, et je l'ai mis entre les mains des parents de l'école, et voilà, il était très très bien accueilli. Ouais. Quand on est parent et que voilà, on commence à être confronté à ces questions-là de la part de nos enfants, par quoi on peut commencer pour aborder ce sujet-là? C'est-à-dire de manière générale ou Ouais, tu vois, parce qu'on n'a jamais encore abordé ce sujet avec ses enfants, on n'a pas trop eu de notions sur le consentement, on ne savait pas trop comment il fallait expliquer aux enfants tout ce qui est des parties du corps. Tu le conseillerais de commencer par quoi? Alors, ça dépend à quel âge. En fait, moi, je dis souvent pour les parents qui sont plus jeunes, qui viennent me voir, d'enfants de 3-4 ans, je leur dis, en vrai, prenez déjà le livre. Parce que même si les explications, elles commencent à partir de l'âge de 5 ans, il y a déjà des dessins. Et les dessins, par contre, ils sont complètement accessibles très, très jeunes, en fait, parce qu'on nomme les parties du corps humain. Et vous pouvez déjà utiliser le livre pour nommer les parties du corps. Et vraiment, appeler un chat, c'est un peu ce que je dis dès le début. Il n'y a pas de zizi, de zézette, etc. Et moi, j'ai d'ailleurs fait un vrai travail autour de ce sujet-là. La question, pourquoi est-ce que les adultes
ont donné des surnoms aux parties génitales de leurs enfants, alors qu'on dit bien un nez, une bouche, voilà. Et ça, c'est hyper intéressant. Quand on creuse un peu, on s'aperçoit que, en tant qu'adulte, on a tellement l'habitude de sexualiser ces parties du corps humain que pour marquer une forme de frontière et de ligne rouge, eh bien, on va donner des noms, des petits noms mignons aux enfants pour exprimer que c'est la même chose, mais pas sexualisé. Mais ça, en réalité, sauf qu'eux, ils savent pas ça. Sauf que eux, en fait, voilà, avant d'être des objets de fantasme et de désir, ce sont des parties du corps humain. Et c'est à nous, adultes, en réalité, de faire un vrai travail d'apaisement sur le sujet et de prise de distance, de se rappeler que ce sont des parties juste du corps humain. Et c'est hyper intéressant, effectivement, les enfants se saisissent des mots qu'on leur donne. Donc voilà, pénis, vulve, etc. Mais voilà, il n'y a aucun problème à nommer correctement les parties du corps humain. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de leur rappeler que leur corps leur appartient. Et très tôt, si possible, d'introduire cette notion de consentement. C'est-à-dire, est-ce que tu veux que je reste dans la salle de bain pendant que tu te douches ou pas? Est-ce que tu veux que je sois là pendant que... Et voilà, et en réalité, à partir de l'apprentissage de l'autonomie aux toilettes, j'aime pas la propreté comme si c'était sale. En réalité, à partir du moment où l'enfant est autonome, à la fois dans ses passages aux toilettes, mais également sous la douche, vous pouvez déjà proposer à l'enfant de sortir de la pièce, de laisser gérer ça, en disant voilà, c'est ton corps, c'est ton moment à toi. Est-ce que tu préfères que je reste ou que je sorte? Et voilà, et également d'avoir cette discussion, parce que selon les familles, le degré de pudeur est très différent, et selon les pays également. Il y a des endroits, typiquement en Finlande, c'est normal que le dimanche, toute la famille soit à poil dans le sauna, et voilà, et c'est culturel. Voilà. Ensuite, nous, on est plutôt un pays latin, plutôt un pays pudique, où il y a des familles qui sont plutôt pudiques, mais au sein même des familles, on va avoir des personnes qui se baladent à poil en permanence en sortant de la douche, et d'autres qui vraiment leur viendraient même pas à l'idée de montrer quelque partie du corps que ce soit. Moi, je trouve que c'est important d'avoir au sein de la famille une discussion sur est-ce que ça te met mal à l'aise ou pas, et de respecter toujours, on se met au diapason de la personne la plus pudique. C'est un peu comme dans le bus. C'est la personne qui a le froid qui détermine si on ouvre ou pas les fenêtres. Dans la maison, c'est la personne la plus pudique qui s'exprime, et on respecte. Si elle dit ça la dérange, c'est pas compliqué. Tout le monde se balade avec un peignoir. Enfin, finalement, c'est pas compliqué, tu vois. Donc vraiment, ayez cette discussion, et également prendre l'habitude de frapper avant d'entrer. Frapper dans soit les chambres, les salles de bain, les toilettes, pour bien faire comprendre à l'enfant qu'en fait, ces espaces d'intimité sont légitimes. Et voilà, et l'intimité, le consentement, donc c'est pas vraiment là on voit toutes les dimensions. C'est également, par exemple, ma fille revient de colo, et voilà, je lui dis est-ce que je peux te demander comment ça s'est passé? Est-ce que tu as noué des amitiés? Est-ce que il y a des personnes en particulier, ou des parents que tu veux que je contacte pour que tu vois leurs enfants à un autre moment? Et si j'ai d'autres questions à poser, je vais lui demander est-ce que c'est pas indiscret, ou est-ce que je peux te poser la question, parce que ça relève d'une forme d'intimité de sa vie à elle. Elle a 14 ans, la grande, c'est une ado, elle entre au lycée. Donc, tu vois, c'est vraiment, en fait, déjà dans un cercle de ça m'appartient à moi, c'est ma vie à moi d'ado. J'ai pas forcément envie de te raconter ça. Et du coup, je pose la question en amont de savoir si c'est OK ou pas d'aborder tel sujet. Je trouve que c'est... Voilà, donc en fait, mes enfants ont l'habitude que le consentement, ça dépasse très largement... c'est évidemment pas sexuel, mais c'est tout ce qui est a trait à leur jardin secret, leur espace de maison, évidemment tout ce qui est autour de leur corps. Voilà, le consentement et l'intimité, ça prend toutes ces dimensions-là, et j'espère, et je pense, j'ose espérer que tous les enfants qui perçoivent ce genre d'éducation, moi je persiste à croire que, en fait, on leur donne une conscience de leur propre territoire, de leurs propres limites, qui sont légitimes de défendre, inouïes, en fait, vraiment. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder avec eux? Le sexe de parents. C'est vraiment un sujet...
ça me semble la base, mais je pense que c'est important de le rappeler. Ce qui se passe dans la chambre conjugale, ça ne regarde que vous. Voilà, ça ne regarde pas vos enfants. Et ça, je pense que c'est une des difficultés majeures pour parler, je vais dire, de sexualité à son enfant ou de vie affective avec son enfant. C'est bête, mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas capables ou qui n'ont pas fait le chemin encore aujourd'hui, faire la part des choses entre ma sexualité et la sexualité. Et c'est absolument essentiel. Ne parlez pas du sujet tant que vous n'avez pas fait ce travail-là. Arrivez à dissocier votre sexualité de la sexualité ou de la vie affective. En fait, comme je dis souvent, il y a deux intimités à protéger. Il y a celle de votre enfant et il y a la vôtre. Et donc, ce qui est vraiment compliqué, c'est comment on fait pour louvoyer entre ces deux intimités sans mordre ni d'un côté. Donc, on protège à fond son enfant et on n'entre pas sur des sujets intrusifs, malaisants, gênants. Et en même temps, on n'est pas en train de mordre sur la nôtre à dire des choses. En fait, on entre à entrer dans une forme de logique incestuelle, à parler de sa propre sexualité à son enfant. Donc là, il y a vraiment des choses à faire. Il y a un travail en amont à faire. Et si on ne l'a pas fait, abstenez-vous pour l'instant de le faire. Confiez-le à quelqu'un d'autre qui est capable de faire le distinguo. Ouais. Oui, parce que c'est ce que tu dis dans le livre, c'est qu'on ne peut pas tout dire à nos enfants sous prétexte qu'on veut les éduquer. C'est pas vos potes en fait, vos enfants. Voilà, c'est ça. C'est qu'on a une posture parentale à respecter, de les protéger en leur donnant les informations qui sont adéquates. Et merci de parler de ça, Clémentine, parce que je pense qu'il y a des parents qui se disent mais à quoi bon ? Alors à quoi bon ? Très bien, on va en parler. Toutes les études, d'ailleurs, beaucoup sont en bibliographie dans le livre, menées sur le sujet. Elles sont absolument formelles et ce qui est passionnant, c'est que elles ont été abondées dans les principes directeurs de l'UNESCO. Donc c'est des études qui ont été menées à travers les plus de 180 pays reconnus par l'UNESCO, par l'ONU, donc quel que soit le pays. Partout où on parle, on a des conversations avec les enfants puis ados en termes de sexualité, de consentement, d'intimité, etc. Plus il y a d'échanges, plus les enfants ont de connaissances sur le sujet, moins sur les 15-24 ans, moins il y a d'IST d'abord, moins il y a de grossesse juvénile non désirée et moins il y a de violences sexuelles, que ce soit côté agresseur ou victime. Donc en réalité, éduquer, c'est protéger. Éduquer, c'est protéger. Éduquer, c'est protéger. Et là où les parents sont en panique, j'ai envie de leur dire, c'est normal d'être en panique. Je veux dire, on l'a jamais fait. C'est comme si, si je faisais faire de l'escalade à quelqu'un qui a jamais été suspendu à 20 mètres de haut, il me dirait j'ai peur. Mais t'as raison d'avoir peur. Je veux dire, on est tous. Je reprends la métaphore de l'escalade ou de l'alpinisme. C'est normal que ça fasse peur. En revanche, vous allez voir que c'est un apprentissage. Vos enfants vont apprendre, mais vous aussi vous allez apprendre. Et je pense que c'est un peu ça. Ce qu'il faut, je pense s'ouvrir à ça, c'est de se dire ok, on m'a rien transmis, donc je vais m'aventurer sur un terrain où moi, mes parents m'ont rien donné, et c'est vraiment très difficile. Par contre, donc on est une génération de parents pionniers, c'est un peu ce que j'écris dans le livre. Il faut accepter que sur ce sujet-là, on est des pionniers. Par contre, là où c'est très rassurant, c'est que il y a déjà des pays et des programmes plus avancés que nous, et on a quand même une bibliographie et des cohortes qui sont menées depuis 20-30 ans. Ça, c'est quand même très rassurant. Et on peut savoir quel est l'impact de cette éducation depuis 20-30 ans dans les pays, dans les programmes où ça a été mis en place. Et ce qu'on sait, que c'est depuis 20-30 ans, on voit une baisse drastique des IST, des grossesses non désirées et de la violence sexuelle partout où c'est mené. Donc je trouve que c'est extrêmement rassurant. Et le dernier truc, parce que du coup les parents me disent ouais, mais du coup si on leur en parle, ils vont avoir envie de faire plus. Alors ça, c'est vraiment le discours des parents quand j'interviens en lycée. Parce qu'en lycée, on parle de sexe à partir de 15 ans, majorité sexuelle en France. On va aborder la question de la sexualité et du sexe. Et alors les parents, là, c'est la débandade en termes de peur, de panique morale. Là, on est sur « Ah, mais vous allez leur donner envie de faire du sexe ». Non, en fait, ça ne se passe pas comme ça. Partout où ces programmes ont été menés, et encore aujourd'hui, on le voit bien dans l'étude CSF-INSERM qui a été délivrée, l'âge des premiers rapports
est en train de reculer. Ah ouais, même plus tard que 17 ans, du coup. C'est plus tard. On a perdu en l'espace de 10 ans, on a quasiment perdu une demi-année. Donc en réalité, l'âge des premiers rapports... Donc là, on en parle de plus en plus. Et l'âge des premiers rapports est plus tardif. On est effectivement dans cette logique qui se vérifie. En fait, plus on augmente le niveau d'information, plus on augmente le niveau d'exigence. C'est-à-dire, ok, donc moi, ma première fois, j'aimerais que ce soit avec une personne avec qui on a pu parler de consentement avant, éventuellement faire nos dépistages, parler de charges contraceptives, etc., etc. Donc ça, c'est génial. Donc en fait, on donne beaucoup d'informations qui vont permettre à ce que ça ait lieu dans des bonnes conditions. Donc ça leur donne pas envie de faire plus tôt, ça leur donne envie de faire mieux. Et c'est ça, vraiment le pivot. Tu sais qu'on est une génération de parents pionniers qui pourtant n'avons pas vraiment eu d'éducation autour de ces sujets-là. Moi, j'ai été élevée par des parents un peu 68ards, donc c'était... Wow. Alors, il n'y avait pas de honte autour de ce sujet, mais il n'y avait pas non plus d'explications concrètes, tu vois ce que je veux dire, ou d'orientation. C'était... Mon père m'a emmené faire le test pour la prise de sang pour la pilule. Tu vois, mes parents ont été très proactifs, mais il n'y avait pas de discussion autour de ça. Et donc, on est une génération de pionniers qui, en plus, avons souvent eu le stigma de la honte et de c'est sale et de faut surtout pas en parler. Ouais. Donc, comment on fait en tant que parents ? Tu vois, moi, je me rends compte que j'ai eu de la chance d'avoir eu des parents qui m'ont pas fait porter ce poids-là sur les épaules. Mais j'imagine que quand on a tous ce bagage sur nous, là, par contre, on commence pour être à l'aise, tu vois, avec ce sujet-là, sans parler de ce que tu as dit tout à l'heure sur les violences sexuelles, mais juste de se dire... Je n'ai pas honte de parler de sexe. Je pense qu'il faut lire le livre pour enfants parce que c'est en lisant le livre qu'on se rend compte que c'est pas sorcier. Enfin, vraiment au sens littéral du terme. Moi, je peux comprendre que ça fasse peur et je peux comprendre, etc. En fait, déjà, je pense que outre les pages pour les enfants, il y a des pages parents. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre. En fait, il y a un côté. J'avais envie de prendre les parents dans mes bras et de leur faire un gros câlinou en mode. Je sais que c'est horriblement dur. Désolée. Je suis désolée, t'es en panique à cause de moi, là. Mais ça va aller. En fait, vraiment, ça va aller. Moi, je pense qu'il n'y a pas de miracle, il n'y a pas une baguette magique. Il y a lire le livre tranquillement. Si possible, si vous êtes en couple, en train d'élever vos enfants à deux, lisez-le à deux aussi, ce livre. Je trouve que c'est intéressant. Moi, j'aime bien... parler de partage équitable, des charges parentales, domestiques, etc. J'aimerais bien également, je pense qu'on a beaucoup parlé des mères, il faut parler des pères également. Je pense que parler des parents au sens très large, n'hésitez pas en fait également. Il y a un côté où vous n'êtes pas seul et j'espère vraiment que vous n'allez pas être seul sur le sujet. J'entends également des mecs qui suivent le compte, qu'on pourrait penser un peu déconstruit, me dire « Ah ouais, mais moi, c'est une fille, je préfère que ce soit sa mère qui lui en parle. » Pourquoi ? En fait, pourquoi ? Il y a un sujet vraiment, parlez-en. Du coup, en plus, il y a beaucoup de parents séparés. Parlez-en entre vous. Moi, je trouve que c'est quand même super important pour que, en fait, il y ait une forme de relais ou de continuité pédagogique. Je pense que, par exemple, quand on donne une éducation positive, non violente à son enfant, c'est important que, je pense, on en parle de ce sujet entre parents. Et si les deux sont pas raccords, c'est difficile. Exactement. Et je pense que c'est un peu la même chose sur ce sujet-là. N'hésitez pas également à en parler entre parents, de voir également à quel point vous venez d'horizons différents. Et chez toi, on en parlait pas. Comment t'as grandi, comment t'as appris. Je trouve que c'est hyper intéressant. Moi, ce que j'adore dans la parentalité, c'est hyper réflexif. C'est en voyant nos enfants, en fait, que ça nous renvoie nous-mêmes, comment on s'est éduqué sur le sujet, comment on a appris, ce qui nous a manqué, etc. Je trouve que c'est intéressant. Ayez cette discussion-là avec votre partenaire, vous allez voir, c'est quand même passionnant. Et derrière, de se dire, ok, toi, tu prends quelle partie, tu prends quelle question, on y va comment. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait un relais, de ne pas être seul non plus sur le sujet. Voilà. Oui, donc en fait, la honte, elle s'enlève aussi parce qu'on est une équipe. Si on est avec un coparent, ouais, exactement. On peut dire ce sujet-là, c'est trop difficile pour moi, est-ce que tu peux prendre le relais ? Ce sujet-là, je suis plus à l'aise. Et entre fratries et copines également. Par exemple, il y en a une qui me dit pour moi, je ne me sentais pas de l'aborder avec ma fille parce que j'ai vécu des choses très dures. Et en fait, avec ma sœur, on adore ton compte. Donc, je lui ai demandé si elle était OK d'être la tata de référence.
Et je trouvais ça génial. En fait, je me disais, mais c'est formidable. Enfin, ce qui est important, c'est que l'enfant ait un adulte ou des adultes de référence pour en parler. Moi, j'ai trouvé ça très bien que cette femme, elle se protège. Elle a complètement raison de se protéger. Et si la tata, elle est à fond, voilà, la tata hyper ouverte d'esprit, qui adore parler de ça, bon, faut lui dire quand même, tu parles pas de ta propre vie à mon gosse quand même, s'il te plaît. Mais si tu te sens à l'aise d'avoir leurs questions, de passer du temps avec tes neveux-nièces, pour répondre à leurs questions et tout, mais trop bien. Donc voilà, et je pense entre copines, on pourrait également imaginer se dire, ok, il y en a une qui est un peu plus à l'aise pour aborder le sujet, ou ne serait-ce que parler entre copines du livre et de comment on peut aborder, ou qu'est-ce qu'ils vous posent comme question, comment vous leur répondez. En fait, on va sortir du tabou en parlant. Enfin, il faut libérer la parole sur le sujet, et pas seulement la parole des enfants, mais surtout aussi des adultes. Parlez-en entre vous, voyez comment vous abordez le sujet. Il y a des tips, chacune va dire, moi, généralement, voilà, je profite du moment où on est le soir en train de se coucher pour faire ça. D'autres qui vont me dire, non, moi, c'est toujours au petit-déj. Alors voilà, vous allez voir, c'est très drôle. Il y a des timings différents, vous allez voir. Moi, je trouve que c'est trop bien. N'hésitez pas, du coup, à en parler, à vous sentir, vous, entouré, formé des teams. Et s'il n'y a pas de coparents, encore une fois, il y a la famille et les potes. Et tu vois, tu parlais tout à l'heure des parents qui ont peur que leur fille ou fils lise le livre alors que c'était pas la bonne pastille, tu vois. Et j'avoue, je n'avais même pas réfléchi comme ça. Je l'ai laissé dans la chambre de ma fille qui a bientôt 8 ans. Et elle m'a sorti un truc de la page du livre. Et j'ai mis du temps à comprendre qu'elle parlait de ça. Elle dit oui, parce que dans le livre, elle disait ça. Et donc, ouais. Et parce qu'on l'avait pas lu ensemble. Moi, je l'avais lu de mon côté. Je dis, ok, en fait, t'as été... Ah ouais, elle a été voir sur les... Et tu m'as parlé, mais elle me l'a très bien expliqué avec, tu vois, elle avait bien compris. Et j'étais là, en fait, elle était capable de lire c'était pas du tout une partie dans les 10+, mais on n'avait pas été encore abordé ça. Et je me dis qu'en fait, il faut aussi leur faire confiance dans ce qu'ils sont capables ce à quoi ils vont s'intéresser, en fait, d'eux-mêmes. Ouais, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. C'est, en fait, les parents paniquent parce que, effectivement, le livre a disparu dans la chambre. Ils me disent, mais... En vrai, si votre enfant l'a pris pour le lire, notamment des passages, c'est qu'en fait, il ou elle est en âge, en capacité de gérer ça. Voilà, sinon, il ne serait pas allé sur ces terrains-là, en fait. Ouais, non, mais moi, ça m'a frappé de me dire, en fait, elle a pris, elle a manipulé. Parce que, comme tu le dis aussi, il y a des très belles illustrations. C'est visuel, les enfants, ils adorent quand même. On parle quand même de Stomy Busy, de Juliette Mercier, qui a fait les illustrations. Qui sont vraiment chouettes. Et vraiment, Juliette, qui vous montre la page, voilà, si vous regardez sur YouTube, de toutes les formes de seins qu'on peut avoir. Ouais. Et une fois, mes petites, elles sont tombées sur ça. Toi, maman, c'est plutôt comme ça. Et mon mari était à côté, il était mort derrière, il a dit, J'adore. Mais eux, ils le prennent sur les dessins, c'est chouette parce que vraiment, j'aime beaucoup la candeur avec laquelle les enfants prennent ça. On en revient à ce qu'on disait, c'est que nous, on a tellement un passif de sexualisation. Les enfants, non, pas encore. Surtout sur cette tranche d'âge-là. Enfin, tu vois, ils n'ont pas encore été exposés à des images non désirées, non désirables. Donc, c'est hyper intéressant de voir leur candeur sur le sujet, leur fraîcheur. Voilà, moi, je t'avoue que... Ouais. C'est trop chouette. Est-ce qu'on peut faire un truc où je prends... J'ai regardé 2-3 questions, une question par chaque tranche d'âge. Ah ouais, vas-y. Et comme ça, tu peux nous faire un petit pitch de comment c'est le moment où je me dis, je l'écris à 4 ans, j'espère que je me souviens de tout. Je pense que je vais pas te piéger. Alors, si je prends la question 17, c'est pour les 5-8 ans. Ok. Elle dit, pourquoi je ne peux pas me toucher devant tout le monde Question intéressante. Ça, c'est hyper intéressant. De toute façon, ce sujet de la masturbation infantile, il met les parents... je pense que là, pour le coup, on est vraiment sur le terrain le plus malaisant parce que pour les parents, la masturbation, c'est forcément un acte sexuel. Alors que pour les enfants, c'est pas le cas. Et je pense que c'est quand même important de le rappeler. On a des échographies, en fait, où on voit des fœtus qui se touchent in utero. Et ça, je trouve ça passionnant. On a des enfants qui se touchent depuis la naissance. Et puis, on estime que les enfants prépubères, donc avant la puberté, pratiquent à 85% la masturbation infantile. Donc, on est sur quelque chose de majeur.
que les parents, effectivement, préfèrent ne pas voir, mais que toutes les personnes qui s'occupent des enfants demandaient voilà, au personnel de maternelle ce qui se passe dans les dortoirs. En réalité, beaucoup d'enfants se touchent d'une manière ou d'une autre. Et en même temps, c'est le bon moment pour commencer à parler d'intimité et de consentement. Donc, quand vous avez votre enfant qui est en train, par exemple, enfin voilà, il y en a qui se mettent sur la coudoir du canapé, d'autres qui ont un coussin entre les jambes et qui se on comprend qu'il se passe un frottement qui procure du plaisir. C'est le bon moment pour leur dire, en fait, ce que tu fais, c'est complètement OK, c'est hyper naturel, normal. La seule chose qui est importante, c'est que tu le fasses dans un endroit tranquille, par exemple dans ta chambre, pour à la fois préserver ton intimité et celle des autres. Voilà, c'est tout. Donc, là, ça tient en une phrase. Donc, inviter son enfant à pouvoir continuer cette activité, mais voilà, en solo, à l'abri des regards, etc. Qui donne du plaisir. Parce que moi, je sais que je leur dis, je leur positive beaucoup ce mot-là, surtout chez les filles. J'ai 3 filles. Et toi, en fait, j'ai un soulagement qui vient. Tu sais que ce que tu es en train de dire, t'en as même pas conscience, en fait, à quel point c'est inaudible par une quantité de parents hallucinante. Quand j'interviens, par exemple, au collège, et que je monte les slides aux parents, donc j'ai un petit zoom des parents avant les interventions, en fait, sur la masturbation, par exemple, et même plus tard, ce slide, il pose toujours problème. Les parents refusent complètement qu'on aborde le sujet de la masturbation. Et en fait, quand je creuse un peu, et si je leur dis, est-ce que la masturbation des ados, garçons, vous choque ? Non. Bon, donc en réalité, on comprend bien que ce qui pose problème pour les parents, c'est de s'imaginer que ces ados, filles, puissent avoir une sexualité solo, en fait, et du plaisir. Ça, c'est un truc, on sent qu'il y a un bug majeur, et notamment chez les mamans, parce que dans le Zoom des parents, il y a beaucoup de mamans, et je me dis, c'est d'une tristesse inouïe, en termes de misogynie intériorisée, de ne pas pouvoir ne serait-ce être réceptive, en fait, au fait qu'effectivement, les ados, même les filles... Oui, même les filles. Même les filles, effectivement. Donc, quand je t'entends parler de cette notion de plaisir, c'est vrai, tu n'as même pas conscience à quel point c'est révolutionnaire, finalement. C'est sûr que moi, j'ai pas entendu ces 2 mots-là. Tu sais, masturbation féminine et plaisir. J'ai plus entendu on n'en fait pas ou on parle pas de mes parents, mais tu vois, de la société en général. Bien sûr. C'est pas un truc qu'on doit. Moi, j'ai déjà entendu dire, c'est en mode slut shaming. Oui, exactement. Oui. Et c'est vrai que moi, je m'efforce à inverser ça pour que mes filles n'aient jamais honte de se dire qu'elles se touchent, comme tous les enfants quasi, de se dire, en fait, c'est OK de se donner du plaisir. C'est complètement OK. Et tu fais bien de le replacer sur l'angle des sensations. C'est-à-dire, en fait, parce que c'est comme ça que l'enfant le découvre. Et ça, c'est aussi bête que ça. C'est-à-dire, les enfants, ils prennent tous les jouets, etc. Ils mettent dans la bouche. Ils ont bien compris que les guilis, les chatouilles, ça fait rigoler, ça donne du plaisir. Que quand tu te coinces les mains dans une porte, c'est pas agréable. Quand on tire les cheveux, c'est pas agréable. Et tiens, quand je mets la main là, c'est vachement agréable. Ou quand je me frotte là, c'est vachement agréable. En réalité, les enfants, ils sont drivés comme pour la nourriture d'ailleurs. Le chocolat, c'est vachement bon, les bonbons aussi. Je veux dire, on est vraiment des êtres extrêmement sensoriels. Et en fait, on est drivé par ces sensations-là. Et les enfants ne font pas ça de manière sexuelle, ils font ça, effectivement, pour cette sensation de plaisir. Mm-hmm. Mais nous aussi, d'ailleurs, les adultes. Au passage. Oui. Mais j'avoue que je leur dis jamais, mais moi aussi je le fais, tu vois. Clairement, je ne sexualise pas ma propre pratique, mais je leur explique que c'est OK. Après, moi, ce qui est dur, tu vois, j'ai 3 filles, elles passent leur vie à se regarder. Tu vois, les enfants, ils ont... les enfants, ils sont c'est mon passionnants. Intimité, mais attends, je voudrais voir tes fesses quand même. Non, tu peux pas faire ça. C'est à mourir de rire. Et puis, encore une fois, ma numéro 2, qui était un vrai numéro sur le sujet, c'est là où je me suis dit, je l'invitais, elle, à l'intimité. Ton intimité, c'est... En fait, autant le respecter ça. Je lui dis, elle aimait bien raconter ses séances solo.
J'étais là en disant, en fait, alors les autres ne sont pas forcément consentants pour entendre ça. C'est hyper intéressant. Donc là aussi, tu poses le cadre du consentement. C'est pas un secret au sens de, c'est pas, on n'est pas dans ce genre de secret-là. Non, tu as le droit d'en parler. À nous, on consent à écouter. Voilà, ça reste quand même ton intimité. Donc voilà, c'est juste que potentiellement, ça peut mettre d'autres personnes mal à l'aise. Sur ce sujet-là, mais c'est à mourir de rire. C'est comme quand elle nous convoque. J'ai rangé ma chambre, venez voir. Ok, donc voilà. Et puis il y avait les doudous qui étaient sur le mur au-dessus de son lit. Je dis c'est marrant, ils sont pas du tout rangés dans l'ordre de taille. Elle fait mais non, mais ça c'est celui-là je l'utilise beaucoup, celui-là un peu moins, celui-là encore un peu moins. Elle les avait rangés par ordre masturbatoire décroissant. C'était à mourir de rire et c'est trop, c'est absolument voilà. C'est génial, en vrai. C'est génial. Parce qu'ils ont une vision qui est beaucoup plus saine que nous. C'est ça, c'est simple. Final. Ils se cachent pas de. Ouais. Et encore une fois, ce qu'on disait, en tant que fille, c'est assumer, se prendre du plaisir. Et c'est ok. Ouais. Parce que comme tu dis, c'est fou. Quand tu vas voir les parents qui te disent ouais les garçons aucun problème, ouais c'est normal, pour eux ça c'est normal et les filles c'est honteux en fait. Nous on se tient à carreau et jamais on ne touche en fait pour elles ce serait je pense qu'il y a une intériorisation elles s'imaginent tout de suite que si leur fille apprenait ça lui donnerait envie d'explorer, j'ai envie de dire, dans ma tête, j'espère bien. Et que derrière, en fait, du coup, ça la placerait d'emblée dans la catégorie du slut-shaming, en fait. Ouais. Je pense que les mères, elles pensent pas à mal quand elles réagissent comme ça à ma conférence. Encore, moi, je pars du principe que tout le monde est bien intentionné et que leur réaction, c'est une réaction, en fait, qui va venir soulever des questions sur nos dogmes sociétaux. Mmh. Et tu vois, elle le voit plus comme un slut-shaming au lieu de se dire elles vont gagner en pouvoir. Ah ouais, non. Tu vois, si on change de vision, c'est peut-être plus facile. Ouais, enfin voilà. Mais une fille qui a du pouvoir, ça fait peur aussi. Donc voilà, donc ça c'est. Je réponds, mais tellement longuement à chaque question. N'hésite pas à me couper. Alors, avant-dernière question. Pour les 7-10 ans, oui. C'est quoi la puberté ? Ah, trop hyper intéressant. J'en ai parlé encore ce week-end avec mon dernier qui a 11 ans. Et en fait, je dis, c'est vraiment le moment où on passe entre l'enfant, le stade enfant et adulte. Vraiment, c'est un truc très essentiel. Et je lui dis, ok, mais du coup, qu'est-ce que les adultes peuvent faire que les enfants ne peuvent pas faire ? Ils disent, ils peuvent avoir des bébés, effectivement. C'est le moment où on est capable de se reproduire. On produit des gamètes et on est capable d'assurer la survie de l'espèce. Voilà, effectivement, ce moment de transition entre on est enfant, on est adulte, on l'appelle l'adolescence. Et effectivement, c'est toute une série d'évolutions à la fois physiques, mais également mentales, psychologiques, sociétales. Et c'est au moment de la puberté que ça se déroule, sachant que c'est en réalité un passage qui peut durer des années. Et c'est ça qui est important pour les garçons. Ça commence à 11-12 ans, ça se finit vers 17-18 ans. En réalité, la puberté, c'est un voyage. Et on ne sait pas quand ça commence, on sait à peu près quand ça finit. Et effectivement, le corps, il va largement évoluer. Et on va effectivement à un moment commencer à produire des gamètes. Bon, c'est marrant d'entendre mon gamin de 11 ans dire « Oui, je sais, bientôt je vais pouvoir produire des gamètes. » Si tu veux, tu peux le voir comme ça. Effectivement, c'est très scientifique. Mais voilà, on a effectivement toutes les hormones sexuelles qui se mettent en route. Je pense que c'est quand même important de le rappeler. Le cycle menstruel qui arrive, les premières éjaculations, le sperme qui produit. Et ça, c'est la partie, c'est qu'une partie infiniment et quelque part peut-être pas la plus visible, mais c'est surtout les caractéristiques sexuelles secondaires. Il y a les boobs qui arrivent, la voix qui mue, les épaules qui s'élargissent, les hanches, les poils, etc. Voilà, c'est ça, l'espèce de truc informe, les boutons d'acné. Enfin, on a tout le package qui arrive, qui déferle. Et franchement, voilà. Et ça demande quand même beaucoup de réassurance. Moi, j'ai 3 ados, du coup, j'ai 14, 13 et 11 à la maison.
Donc ouais, il y en a eu 3 en 3 ans. Donc là, on savait qu'à un moment, on aurait 3 ados en même temps, tu vois. Et c'est génial. Chacune a son rythme très différent. Ils se chambrent avec beaucoup de beaucoup de douceur, non pas du tout, sur effectivement leurs caractéristiques sexuelles secondaires, sur qui sortent effectivement sur les boutons. Mais c'est trop mignon. Et puis voilà, le dernier enfant qui est un garçon, voilà, on a l'impression à cet âge-là que la différence est bien plus importante parce que la maturité est enclenchée très rapidement chez les filles. Et effectivement, chez les garçons, il y a un décalage. Et en plus, c'est le plus petit. En plus, c'est le plus petit. Donc là, tu as vraiment l'impression, c'est très très drôle parce que du coup, elles font clan, tu vois. Les deux grandes, etc. Mais c'est génial. Je pense que là, effectivement, on sent les prémices en fait, de la puberté qui arrive tout doucement. Tu sens l'énergie qui change, effectivement. Moi, je trouve que c'est absolument passionnant, ces évolutions. Ouais. Tu me rassures parce que moi aussi, j'ai eu 3 enfants en 4 ans et demi. Ouais. Donc, je vais être comme toi. À un moment, je vais avoir du 12 et du 16 ans et demi. Moi, j'adore cette phase-là. Ouais. Et je me dis, ok, l'adolescence, genre 3 filles en même temps. Ah, c'est génial. Éclore. Ah non, mais c'est génial. Enfin, tu verrais. Enfin, moi, j'ai un souvenir du coup, elles étaient hyper branchées sur leur puberté, évidemment. Et donc, je revois la grande qui revient du collège. Il fait maman. Est-ce que quelque chose de marron sur ma culotte, ça peut être mes premières règles? Je fais ah oui. Et alors elle était là, j'ai pondu. Tout du coup j'avais les ovaires qui pondent un ovocyte. Je fais ouais, tu vas pas le voir de la même manière. C'est marrant. J'ai pondu. J'ai fait oui t'as pondu. Elle a parcouru toute la maison. J'ai pondu. C'était la fête quoi. Elle a fait maman j'ai gagné quoi. Vraiment pour elle c'était une célébration. Les premières règles, c'est maman j'ai droit à quoi. Et j'ai dit, tu penses à quoi? Tu m'avais dit que je pourrais choisir ma protection. Effectivement, il y a tout un passage là-dessus. Et du coup, elle dit, moi, j'ai choisi la culotte menstruelle. Est-ce que je peux m'acheter Et du coup, on était allés effectivement choisir des culottes menstruelles pour fêter ses premières règles. Elle était trop contente. Et voilà, et c'est fou. Quand sa sœur a eu ses règles 2 mois plus tard, elle était trop contente de pouvoir la guider sur comment on entretient ses culottes menstruelles, etc. La transmission, elles se font entre sœurs. Et moi, en fait, c'est pas un sujet. On sait exactement quand tout le monde a ses règles, y compris mon mari, qui est au fait de non, là, on va pas prévoir quelque chose de trop parce que c'est les premiers jours des règles de Naomi. Elle est un peu fatiguée. Alors, on va essayer de prévoir un truc un peu plus calme comme rando ce jour-là. En fait, on est tous... c'est un non-sujet, on s'adapte. Le cycle menstruel de tout le monde fait partie de la vie de la famille. Ouais. Mais chez moi, c'est clair que ça va être aussi ça. Alors du coup, mon mari, si tout le monde a chaque semaine, c'est ça, je me dis, en vrai, vous allez avoir une couverture mensuelle. Chaque mois, tous les... Oui, c'est ça. Mais c'est bien, j'aime bien écouter. Ça trop intéressant. Parlez-en. Enfin, moi, j'ai mis les règles. Ça apparaît dans l'agenda, les miennes, celles des filles, parce que du coup, on peut aussi projeter les phases de SPM où c'est moins facile, que ce soit pour moi ou pour mes filles. Que ce soit juste avant ou pendant les règles. Typiquement, moi, je suis du style à tuyauter un peu le numéro 3, qui peut être un peu speed, en disant non, mais là, ta sœur, elle va bientôt avoir ses règles, ou alors elle commence à avoir ses règles, elle est très fatiguée. Donc, vraiment, tu te calmes et tu multiplies les gestes. Typiquement, il y a une répartition notamment des tâches domestiques à la maison, et les enfants participent. Il y a le tableau. Effectivement, c'est dans ces moments-là où je lui dis, là, elle est fatiguée, elle est partie après le repas, je sais que c'est son kiff, mais c'est toi qui vas le faire, parce qu'elle a ses règles, et c'est un non-sujet, il le fait, quoi. Et c'est vrai que je pense que l'éducation, notamment des garçons au sujet, est essentielle. Ouais, ça fera des meilleurs pères, déjà, si jamais ils veulent l'être. Ouais, et puis des meilleurs partenaires s'ils sont hétéros. Mais clairement, oui, sur le sujet c'est clair. Dernière question, pour les 10 ans et plus. Ouais. Comment on parle d'éjaculation ? En fait, de manière très scientifique. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire en fait, d'abord on exprime,
récapitule effectivement pourquoi ça arrive. Enfin, c'est quand même à la base censé juste nous permettre de reproduire l'espèce humaine. On est juste en survie de l'espèce humaine et que tous les mammifères ont le même processus. Et ça, je trouve ça assez cool de rappeler que c'est pas juste les humains, mais ça marche pareil. Typiquement, quand vous visitez, les personnes véganes vont me détester, mais c'est comme ça. Mais quand on visite des fermes, etc., et qu'on parle d'ensemencement, etc., en fait, mes enfants comprennent très rapidement ce qui se passe. Effectivement, pour tout le monde, effectivement, pour se reproduire, il y a ça. Et les éjaculations, elles arrivent à la puberté avec une composition où il y a plein de choses, plein d'ingrédients dedans. Et voilà, et effectivement, c'est intéressant de se rappeler. J'ai pris beaucoup de plaisir à rappeler que c'est quand même un processus hyper intéressant qui se fait au moment effectivement où il y a une érection. Et il y a un circuit, le circuit de production et d'expulsion du sperme. Je t'avoue que ça a été un des grands fous rires en fait d'écriture de ce livre. Ah oui. Ouais, parce que du coup il y a mon éditrice qui relit le livre et elle fait mais je savais pas. Donc pour tout le monde, je rappelle qu'il y a quand même 4 organes qui participent à la production de sperme. Donc il y a les testicules avec les épididymes. Ensuite, ça va chercher dans la prostate, la vésicule séminale. Il y a un peu de résidus des glandes de Cowper. Donc ça fait 4 organes qui participent. Et puis il y a ce fameux point de non-retour où derrière c'est expulsé. Et le circuit se fait en l'espace de 2-3 secondes. Et elle me dit, mais en fait, moi, bêtement, je pensais que le sperme, je sais pas, c'était comme, la mayo chez McDo, genre, t'appuies et ping, et ça sort. Je pensais pas que c'était quelque chose qui était... C'est une fabrication vraiment du sur-mesure, à chaque fois, vraiment exactement sur le moment. Et ça se fait vraiment... je trouve que c'est assez miraculeux de voir comment le corps humain fonctionne. Et à la fin, effectivement, c'est 5-10 millilitres. Et la quantité de spermatozoïdes sur cette quantité-là est ridicule. On est en dessous de 10%. Et voilà, et effectivement, c'est ces petits nageurs-là qui sont censés un jour... effectivement, ils sont là à la base. Et tout ça, c'est fait à la base pour qu'on puisse avoir des rencontres de gamètes. Mais dans la réalité, ça va sortir effectivement au moment de la puberté. Et puis, je pense que j'en parle un peu dans ce livre, et surtout dans l'autre, mais... en fait, le corps, je crois que c'est pour les 15 ans que j'en parle, c'est dans le 2e livre. En fait, moi, je dis ça au lycée parce que il y a quand même une phase au lycée où les garçons se remettent à mouiller leur lit. En fait, c'est quand même une phase qui est pas si simple que ça à gérer quand tu es au lycée et que tu te retrouves avec des éjaculations nocturnes. Donc là, ça, c'est pas pour les enfants, mais je continue pour ceux qui ont des ados. C'est pas simple à gérer de mouiller ses draps alors qu'on n'est plus un enfant. Et moi, c'est quelque chose dont je parle avec mes classes. Et effectivement, je leur dis, mais le corps est une machine extrêmement bien faite. Donc, effectivement, au moment de la puberté, quand ça bat son plein, moi, je peux vous faire une imitation de ce qui se passe en ce moment même dans vos testicules. C'est... Vous voyez le hamster dans sa cage, c'est ce qui se passe en ce moment. Et du coup, ça envoie effectivement de la testostérone d'abord partout. D'où la moustache qui apparaît de manière complètement anarchique, l'acné, tout ça. Et puis les poils, la mue, la voix qui fait des trucs très bizarres. Et la libido. Et effectivement, des cycles érectiles qui apparaissent quand même. Il y en a entre 10 et 20 par 24 heures. Et avec aussi une vraie... Alors là, les érections, elles sont à répétition parce qu'il y a une quantité de testo. Et puis aussi, tout d'un coup, une énorme production de spermatozoïdes et de sperme. Donc le corps, il en est, mais submergé. Et donc, il y a 2 manières, effectivement. Soit, effectivement, on se masturbe pour évacuer ça. Et ce qui n'est pas évacué de manière volontaire à travers la masturbation est évacué de toute manière pendant la nuit, pendant le sommeil paradoxal, c'est les éjaculations nocturnes. Et donc, ce phénomène, il est complètement normal, c'est complètement OK. La seule chose que tu peux faire, c'est éventuellement prendre en charge le nettoyage de tes draps pour pas que ce soit tes parents qui aient à gérer ça. Et c'est tout, c'est un non-sujet. Mais c'est vrai que quand je parle de ça en classe,
je vois tout de suite des regards. Les filles découvrent souvent ce qui se passe. Moi, c'est en lisant le livre, parce que je pense que c'est vraiment pas un sujet qu'on aborde sur l'éjaculation. C'est vrai. En fait, on connaît. Non, mais tu vois, je me suis dit, on leur reproche aux hommes de rien connaître de nos cycles. Et moi, je me suis fait la réflexion, mais moi, je connais même pas leur fonctionnement d'érection et d'éjaculation par la suite. Mais ça, c'est passionnant parce que du coup, c'est ce que je constate, ce qui est beau dans les classes. Et c'est pour ça que moi, j'aime pas faire des classes sur ces sujets-là. Ouais, j'aime bien faire les ensemble parce qu'en fait, les mecs, ils découvrent en même temps. Tu vois, typiquement, on parle des éjaculations. Donc les meufs, elles sont avec des grands yeux en train de découvrir que leurs potes, parce qu'elles pensent qu'elles ont, et on va en parler, leurs règles, le SPM à gérer, que c'est hyper chaud et que eux, pendant ce temps-là, ils sont en mode cuicui, les petits oiseaux, c'est tout simple. C'est pas la même chose, mais ils ont quand même ce truc à gérer et c'est pas si simple que ça que d'apprivoiser leurs organes. Donc voilà, il y a quand même un truc. Et puis les mecs découvrent aussi ce que vivent les filles. On parle beaucoup de fierté menstruelle dans mes classes, c'est-à-dire il y en a marre du tabou des règles. Donc c'est pas sale, c'est naturel. Et surtout, je leur dis, je pense que vous vous rendez même pas compte quand vous avez des DM à faire le week-end et que, par exemple, toi, Paul, tu as eu 18 et Léa a eu aussi un 18, par exemple. En réalité, vous dites, c'est la même note. Sauf que Léa, potentiellement, sur le week-end, en fait, elle avait un SPM pas possible. Ça veut dire que, concrètement, il y a un toboggan hormonal, donc de chute d'œstrogène et de progestérone qui fait que c'est ce qu'on appelle une dépression chimique. Concrètement, ça vient quand même largement inhiber la recapture de sérotonine. Et c'est quand même extrêmement dur de positiver et d'être bien dans ces moments-là. Donc, elle était juste en train de se dire que c'était une grosse merde, que de toute façon, elle a tout foiré, qu'en plus, personne ne l'aime, qu'elle est trop malheureuse, et que personne ne la considère comme la prend au sérieux. Elle était dans son truc de... Et enfin... ça s'est arrêté de ruminer dans sa tête parce qu'elle a commencé enfin à se vider de son sang, voilà, en douillant avec des crampes pas possibles. Et voilà, et qu'elle devait changer de protection plusieurs fois dans la journée, tellement c'était intense. Et elle avait du mal à faire autre chose, tellement elle avait mal au bide. Et elle a quand même écrit son devoir. Et donc, toi, tu as un 18 et elle a un 18. Mais est-ce que tu te rends compte que c'est pas un 18 qu'elle a, c'est un 25 sur 20, en fait. Et c'est ça qu'elle a vécu et qu'elle vit en silence. Et en plus de ça, elle peut pas le dire parce que c'est un peu la honte de dire que tu as tes règles. Donc, elle vit tout ça en silence. Elle vit tout ça et en silence, donc la double peine. Donc moi, en fait, vraiment, je vous encourage à dire, là, c'est très dur pour moi parce que je suis censée avoir mes règles demain et aujourd'hui, vraiment, je vois tout en noir. Donc, s'il vous plaît, juste faites-moi des gros câlins et dites-moi que je suis la meilleure aujourd'hui parce que c'est ma dernière journée en théorie avant mes règles et c'est hardcore en ce moment. Ou alors là, c'est mes règles et du coup, que autour de vous, les gens portent votre sac, vous amènent des bouillottes, du chocolat et autre chose. Mais la réalité, c'est en parlant du sujet que tout d'un coup, on fait naître, outre la connaissance, on fait naître de l'empathie. Mmh. L'empathie, c'est le mot-clé. C'est-à-dire les mecs comprennent ce que vivent les meufs, et les meufs comprennent ce que vivent les mecs. Il y a quand même quelque chose qui dans les regards dans la classe, il y a un truc qui se passe de « Ah, mais en vrai, on va essayer d'être un peu plus à l'écoute, un peu plus en douceur et surtout en empathie avec les autres. » Donc voilà, donc parlons d'éjaculation. C'est bien, on est parti d'éjaculation pour finir sur l'empathie, c'est magnifique. Oui, non, mais c'est vraiment. Mais donc, ça montre bien que c'est ce que tu fais, tu vois, l'éducation positive à la sexualité, ça amène des connaissances, une protection et de l'empathie. En fait, on fait société ensemble et je pense que c'est un peu clé. Pour moi, cette éducation, elle aide tout le monde à nous faire comprendre à quel point ce qu'on vit, c'est éminemment humain, c'est éminemment commun à tout le monde. En même temps, il y a des singularités et surtout, c'est pas tabou. Et plus on en parlera, plus on normalisera le fait que les autres soient à l'écoute de ce qui nous arrive. Comme aujourd'hui, on le voit bien sur d'autres choses comme l'endométriose, etc. C'est en parlant des sujets, en sensibilisant, en éduquant tout le monde, qu'on fait naître une forme d'empathie sur ce que chacune vit. Si on n'a pas cette parole-là, si on n'a pas cette éducation, alors on n'y arrivera pas. Donc, il n'y a plus aucun tabou à avoir. Donc, procurez-vous ce livre. Corps, amour, sexualité, les 120 questions que vos enfants vont vous poser. Parce qu'ils vont vous les poser, comme tu l'as dit, de toute façon. Donc autant être bien armé pour y répondre. Et faites-le avant qu'Internet ne le fasse, surtout. Exactement, c'est bien.
on a plus de connaissances, nous, que Internet, évidemment. Évidemment. En tout cas, on a de l'empathie. Merci. Avec beaucoup. grand plaisir. Merci Clémentine. Merci Charline d'avoir accepté de venir. Et puis à très vite. Ouais. Et bon courage les parents.